Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Me revoilà sur le podcast Astuces de com. Merci d'être avec nous. J'espère que vous avez écouté l'épisode précédent puisqu'on est dans une série SEO Boost. Donc l'objectif, c'est de faire plusieurs épisodes sur un sujet et ce mois-ci, donc on vous parle de SEO, donc c'est-à-dire de référencement naturel. Et comme dans l'épisode précédent, je suis toujours en compagnie de Caroline Potier de l'agence Twin qui maîtrise ce sujet sur le bout des doigts, n'est-ce pas, même si elle aime pas qu'on dise ça. Ça va, Caroline, depuis la semaine dernière? La semaine dernière, écoute, la semaine est passée à une vitesse, c'est fou. Voilà, petite blague entre nous, puisque comme je vous l'ai dit, on enchaîne bien sûr les enregistrements de ces épisodes. Donc aujourd'hui, on va parler de blog et plus particulièrement, avec Caroline, on a décidé de vous partager les 6 erreurs à ne pas commettre pour vos articles de blog. On est sympa, on a envie de vous aider. Donc d'abord, avant qu'on commence à parler de ces 6 erreurs, Caroline, ça serait intéressant que tu nous expliques pourquoi, quand on fait du SEO, donc du référencement naturel, ça peut être vraiment très important d'avoir une page, ça peut être blog, conseil, actu. Pourquoi c'est si important ? Alors, ce qui est important, c'est que voilà, il y a 3 éléments qui sont très importants, qui sont la technique, le contenu et la notoriété. Donc forcément, le contenu, ça va permettre de pouvoir donner, entre guillemets, de façon très pragmatique, de donner des billes aux moteurs de recherche pour qu'ils puissent comprendre ce que vous faites et en quoi vous êtes un expert par rapport à X ou Y qui fait peut-être la même activité que vous. Ça va permettre de développer de plus en plus de thèmes, de plus en plus de mots-clés et donc, ce qu'on a dit si vous avez écouté l'épisode précédent, de plus en plus de requêtes. C'est-à-dire qu'un site en tant que tel, on va dire partir sur un petit site vitrine, il y aurait peut-être 3, 4, 5 pages. Et c'est très difficile d'arriver à développer la partie expertise de votre domaine d'activité. Par contre, si vous créez des articles de blog, vous allez pouvoir répondre à des dizaines, des centaines suivant votre inspiration. Questions que les gens se posent, donc des recherches qu'ils font sur Google. Donc du coup, vous leur donnez de nouvelles occasions d'entrer par une nouvelle porte sur votre site internet et donc forcément de faire appel à vous pour développer vos services. En fait, c'est ça, c'est ce que je dis aux clients souvent quand ils me disent « Ah bon, mais on fait encore des blogs ?» Déjà, je leur dis « Alors, on n'est pas obligé de l'appeler blog si vous voulez, on peut l'appeler actu, conseil, tout ce que vous voulez. » Mais en fait, oui, on fait toujours ça. Et au contraire, même, c'est très recommandé par les experts du SEO comme Caroline ici présente. Parce qu'en fait, c'est un moyen, comme tu l'as dit, de rajouter régulièrement du nouveau contenu sur son site. C'est un peu comme si à chaque fois qu'on rédigeait un article, on faisait un petit appel à Google pour lui dire « Ouh, viens voir mon site, j'ai complété, j'ai rajouté du contenu. » Et surtout, si on le fait bien, on va travailler des mots-clés, des thèmes spécifiques en lien avec notre activité. Et c'est grâce à ça que finalement, sur du long terme, le SEO va s'améliorer. Parce qu'en fait, le site, il a beau être super bien construit techniquement, être complet, etc. Si on le fait pas vivre au quotidien, malheureusement, le SEO peut quand même s'essouffler. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Exactement, c'est super important, on est sauvé. C'est très important de faire vivre son site internet et d'apporter du contenu. Alors forcément, ceux qui sont en train d'écouter le podcast se disent « Ouais, mais alors là, c'est un truc sans fin, ça va jamais s'arrêter. » On peut aussi recycler des vieux contenus, apporter des actualités sur des contenus qu'on a fait au tout début, etc. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'apporter toujours de nouvelles choses et puis de développer. Et parfois, on arrive à cibler des gens auxquels on n'avait peut-être même pas pensé au tout début. Très bien. Donc maintenant que vous êtes convaincus par le fait qu'il faut rédiger ces articles, en fait, Caroline va nous partager les 6 erreurs vraiment qu'il faut essayer de ne pas commettre et qui pourtant sont régulièrement commises. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. De toute façon, t'as pas le choix parce que là, faut y aller. Je peux pas sortir. Alors, quelle est la première erreur qu'il faut éviter à tout prix ? Alors, comme on l'a évoqué dans l'épisode précédent, c'est très important d'être régulier, d'être constant. Bien sûr, il y a des fois des saisons, des situations qui font en fonction de vos activités professionnelles qu'on a plein de choses à dire. Et puis parfois, on a moins de choses à dire. C'est aussi parfois une question de temps quand votre objectif est de gérer vous-même vos articles de blog. Il y a des fois, on a beaucoup de temps et des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Par contre, ce qui est très important, c'est d'être régulier et de pouvoir publier régulièrement tout ça. Organisez-vous.
si vous en avez la possibilité. Et quand vous avez une frénésie de blog, mettez-en de côté et gardez-les pour plus tard et essayez de publier le plus régulièrement possible. Le plus souvent possible, c'est certain, et parfois on fait comme on peut, c'est comme dans la vie. Tout est une question de compromis. Exactement, en sachant que, comme tu l'as si bien dit, j'en parle souvent aussi, vous pouvez vous faire des moments batching articles de blog, j'en parle souvent du batching. Si un jour vous êtes hyper motivé, vous rédigez 3, 4, 5 articles, c'est génial, vous pouvez les programmer, voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois un par un. Je tiens à préciser que Caroline est très forte parce que pendant qu'elle parle, je fais l'andouille, je fais des selfies, je fais des photos et elle garde son sérieux, c'est vraiment une vraie pro. Merci Caroline. Les selfies seront supprimés de son téléphone, mais... Bon, alors, première erreur, manquer de régularité. Qu'est-ce que c'est ta deuxième erreur insupportable? Non, alors, je veux pas faire peur aux gens. Ensuite, ils vont plus oser écrire d'articles de blog. Ce qui est très important, c'est le contenu en tant que tel. Du coup, ça va faire même l'objet de plusieurs erreurs. Mais si on devait résumer, par exemple, si vous faites un article et que vous écrivez 10 lignes, parce que voilà, c'est Noël et vous avez envie de dire, voilà, on a une nouvelle prestation pour Noël, etc., et que vous n'écrivez rien, qu'il n'y a pas de fond et qu'en plus il n'y a pas de texte, voilà, attendez l'inspiration. Alors parfois ça peut sembler difficile, mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait du contenu, qu'il y ait du fond, et parfois, ça vaut le coup de rassembler plusieurs thématiques. Donc ce que je dis souvent, c'est vraiment d'essayer de prendre du recul, que ça soit dans le domaine de Natalia ou dans le mien, souvent de stratégie, mais bien sûr, même quand on n'est pas expert, et si vous le faites vous-même, de prendre le recul et de se dire voilà comment je vois les choses et d'essayer de dire je sais pas si vous êtes avocat et qu'il y a un sujet sur le droit des familles et en fait vous dites non, il n'y a pas assez de choses à dire, peut-être qu'on peut le regrouper avec autre chose, et en fait le fait de vous poser, ça va vous permettre d'avoir une vue globale de tout ça et de pouvoir avoir des contenus plus denses. Donc ça va amener à essayer d'écrire avec un objectif. Pour qui j'écris, pourquoi j'écris et qu'est-ce que j'ai à dire avant de prendre votre plume, même si en effet on sait que vous allez plutôt prendre votre clavier. C'est super important de se poser là-dessus parce que parfois, et ça arrive tous les jours, j'ai des clients qui disent oui je me suis lancée et puis en fait j'en avais déjà parlé ailleurs, je savais pas trop quoi dire, voilà. Et du coup on se retrouve avec un article qui fait 10 lignes et 10 lignes ça marche pas. Donc ça, c'était ta troisième erreur finalement à éviter, c'est ne pas avoir d'objectif de rédaction et de faire un peu d'improvisation de thématique. En fait, ça rejoint ton troisième point. Exactement. Alors, ce qui est très important, c'est d'essayer de prendre du recul et de voir, il y a dans tous les métiers, en tout cas dans de nombreux métiers, il y a tellement de thèmes qu'on peut aborder, enfin en tout cas moi je trouve, et ça va vous aider aussi à créer de la matière et à vous rendre compte qu'il y a des thèmes, en fait finalement vous n'êtes pas très à l'aise avec, voilà. Je voulais juste préciser quelque chose par rapport au point précédent. Quand tu parlais par exemple de l'article sur le thème de Noël et du coup on n'a pas assez de choses à dire. Moi parfois, mon avis, mais après on a le droit de pas être d'accord, c'est que si on veut faire des articles performants pour le SEO, bien évidemment on fait pas ça. Par contre, j'ai certains clients, parfois je leur dis bon ok, là vous avez le droit parce que c'est une page blog actu et eux ils s'en servent aussi pour montrer un peu les actus de l'entreprise. Donc vous avez le droit de faire un article si vous avez envie pour dire montrer les photos de votre repas d'équipe de Noël, mais il faut pas s'attendre à ce que ça vous apporte des résultats en référencement naturel. En fait, des fois, j'essaye de trouver des compromis avec certains clients à ce niveau-là. C'est toujours une question de balance, c'est-à-dire que si vous faites un article, en effet, on va prendre l'exemple de Noël, on n'est plus trop d'actualité, on devrait prendre la Saint-Valentin, mais je suis pas sûre que ça marche pareil. Du coup, vous avez fait un repas de Noël, vous voulez faire un article de blog. Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est utiliser les réseaux sociaux pour ça. En fait, même si vous avez passé un moment excellent et que vous avez vraiment une équipe qui est géniale, ça correspond pas forcément, en tout cas en termes de visibilité. Bien sûr, si ensuite ça vous fait plaisir et que c'est quelque chose que vous allez pouvoir relayer. Le SEO, c'est un peu la dictature, en tout cas. Il y en a certains qui communiquent comme ça. Moi, en effet, je suis comme Natalia et je suis pour une certaine liberté. Donc oui, si vous faites le choix de faire un article qui présente juste la super soirée que vous avez organisée, faites-le. Mais par contre, il faudra compenser à un moment donné parce que c'est pas grâce à cet article que vous allez pouvoir booster votre référencement naturel. Donc, considérez pas que c'est l'article du mois, par exemple. C'est un bonus, quoi. C'est le bonus, voilà. C'est la cerise sur le gâteau. Okay. Et voilà. Et surtout, dans ce genre de cas, c'est précis. Et c'est vrai que ça m'arrive souvent. Utilisez les réseaux sociaux. Ça vous fera plein d'idées et vous pourrez le découper en plein de choses. Ouh, ça fait plein de posts réseaux sociaux. Super. Et quelle est la quatrième erreur alors qu'il faut qu'on évite de faire pour nos articles de blog? Alors, le truc qui revient souvent, c'est « Ah ouais, j'ai une super idée, je vais aller prendre des trucs là et là et je vais essayer de tout mélanger et de faire un article. » Donc surtout,
surtout, s'il y a un truc à retenir, alors maintenant tout le monde le sait, mais je le dis quand même, on ne copie pas et on ne colle pas sur son article de blog des contenus qui sont utilisés sur d'autres sites internet, parce que vraiment c'était génial ce que vous avez lu. On s'inspire, on va lire des choses, on regarde, etc., mais on ne pique pas de contenu. D'abord, ça ne se fait pas. C'est pas éthique. Ce n'est pas que le SEO, ça ne se fait pas, on ne fait pas ça, et c'est très mauvais pour le référencement naturel. Et parfois, ça arrive même au sein d'une même entreprise qui a plusieurs sites qu'ils ont dupliqués et ils ont copié-collé les textes, et du coup, c'est très pénalisant. Donc, Google vous punit si vous faites ça. Donc, on ne fait pas ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas éthique, et c'est pas bon pour le référencement naturel. Et c'est votre métier, vous avez des choses à dire. Donc, si vous voulez gagner du temps, ce qui peut se comprendre, il y a d'autres outils pour ça que d'aller copier-coller. Merci, c'est important de le préciser. Très bien. Ensuite, je crois que tu voulais nous parler comme erreur de la suroptimisation. Donc moi, je sais ce que c'est, mais je pense qu'il faut expliquer. Alors la suroptimisation, mes confrères vont rigoler quand je vais utiliser ces exemples-là parce qu'ils sont très vieux, mais néanmoins, ils existent encore. Je vais vous prendre un exemple sur un site internet de quelqu'un qui est menuisier par exemple et qui veut essayer de développer l'activité dans tout son département. Du coup, en bas de son site internet, il va mettre menuisier. Alors, je vais prendre des noms de villes locales. Je peux faire ça ? Oui, vas-y. Bordeaux, menuisier, Mérignac, etc., etc. Et ça, c'est impossible. Ça marche plus. Alors oui, à une époque, ça a marché. Oui, c'est possible quand il y a encore des gens qui aient des sites internet qui sont hyper bien positionnés et qui ont utilisé ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Comme je dis, c'est le principe de la petite voiture Google qui se balade. Une fois que vous êtes repéré et que vous avez vu ça, la note peut dégrader. Et pour revenir en pole position, ça va être très difficile. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est valable à l'époque avec, que vous avez pu voir il y a longtemps maintenant, mais les nuages de mots-clés, ou maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est des articles de blog où vous avez pas mal de mots-clés, vous avez la liste des mots-clés que vous pouvez utiliser, et alors là, on y va, ils sont dans toutes les phrases et ça se répète, etc. Donc non seulement c'est hyper désagréable à lire, mais en plus, ce n'est pas une bonne technique. Aujourd'hui, c'est pour ça que les articles sont très longs et qu'on dit qu'il faut qu'il y ait des articles avec beaucoup de contenu, c'est parce que pour pouvoir diffuser les mots-clés de façon intelligente. Donc, on fait pas du SEO en mode bourrin. On fait du SEO avec finesse. Voilà. Mais c'est vrai que ça, par exemple, moi je le vois direct quand j'ai des clients qui ont rédigé leurs propres articles de blog, ils se sont dit ah ouais, je vais mettre ces mots partout dans mon article. Moi je lis le truc et je leur dis non mais là par contre vous pouvez pas faire ça. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, déjà les gens qui lisent ça, ils se disent bah super, en fait, il a rédigé son article juste d'un point de vue marketing pour le SEO. Donc les gens sont déçus, vous perdez leur confiance, ils auront plus envie de lire vos articles de blog. Et en plus, voilà, c'est pas apprécié par les petits robots. Donc je pense que ça c'est un point vraiment. C'est bien que t'en aies parlé, il faut insister là-dessus. Oui, et puis bon, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est vraiment important d'être cohérent. Alors oui, les pros de la technique vont dire qu'il y a des règles à respecter, etc., etc. Mais restons cohérents. Aujourd'hui, le référencement naturel, c'est aussi l'expérience utilisateur qui compte dans la note entre guillemets que vous pouvez avoir. Pensez aux gens et ça rendra en plus l'écriture vachement plus agréable. C'est plus agréable d'écrire en y mettant du cœur, de l'énergie, son expertise, son savoir-faire, son savoir-être, etc. Plutôt que d'essayer d'aller mettre des mots-clés, des répétitions, des choses comme ça. Et ce conseil, c'est pareil, en fait, il est vraiment applicable en communication en général, puisque même sur les réseaux sociaux, souvent je le dis, ça sert à rien en fait de vouloir faire comme tout le monde ou d'être quelqu'un d'autre. En fait, si on n'est pas soi-même et qu'on n'est pas aligné, qu'il n'y a pas un peu de notre personnalité, ben en fait, ça peut pas fonctionner sur du long terme. Donc en fait, ça, il faut se l'appliquer en général. Tout à fait. En tout cas, c'est notre vision que l'on partage. Comme toi sur LinkedIn, n'est-ce pas, maintenant que tu vas être à fond sur LinkedIn? Donc c'est important. Ne change pas de sujet. Recentrons le débat. Ok. Et donc, quelle est la 6e erreur que tu voulais nous partager ? Oui, alors souvent, je vais prendre un exemple et je vais pas me faire que des copains, mais c'est très parlant. En tout cas, ça l'a été pour moi. Si on prend l'exemple d'un métier qui est celui d'avocat, où c'est quand même un métier où c'est important, il y a un langage, une technique, une façon de parler entre confrères. Souvent, quand on a eu, en tout cas l'agence des sites internet d'avocats, ce qui était très compliqué pour eux, c'était de comprendre ce qu'on peut appeler la vulgarisation. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est important que vous ayez l'air professionnel, c'est important parce que vous allez avoir des confrères, des prescripteurs, etc., qui vont lire et qu'il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils sont chez quelqu'un qui fait son métier avec sérieux. Mais attention
à pas confondre une expertise métier et l'expertise qu'on peut avoir en référencement naturel. C'est-à-dire que c'est pas en mettant des termes très techniques, très compliqués que vous allez être mieux référencé. C'est vraiment important d'aller vous mettre à la place des personnes. Donc un avocat en droit de la famille qui va utiliser des termes techniques, les gens, c'est pas ce qu'ils vont chercher. Les gens, ce qu'ils vont chercher, c'est je me sépare et du coup, comment je fais, à qui je dois faire appel. Donc un avocat, il va jamais communiquer comme ça en disant ces termes-là. Malgré tout, c'est les termes que les gens utilisent. Donc il faut vraiment se mettre à la place des gens et ça n'empêche pas d'être professionnel, d'être expert, d'utiliser des termes techniques, mais il faut que l'approche soit à la portée de tous. Donc c'est ce que moi je prône. Attention à pas être trop technique. Voilà, c'est important dans certains contextes, mais pas tout le temps. Et ça, c'est une erreur qu'on voit facilement dans les métiers un peu très spécifiques, type avocat, expert comptable, notaire, enfin sans vouloir... sans stigmatiser personne, bien sûr. Hein. Non, mais c'est logique parce qu'en fait, c'est des métiers où souvent, en fait, on se met beaucoup de freins déjà pour communiquer. On a peur de mal faire, on a peur de pas être assez professionnel, etc. Je le vois, moi, j'ai des clients sur ces métiers-là. Donc souvent, ces professionnels-là, pour se rassurer, ils vont vouloir utiliser des termes très compliqués. Et en fait, c'est plus difficile pour eux de démocratiser leur métier et leur approche, alors que finalement, c'est ce qu'on essaye de faire avec la communication. Et il y a aussi des métiers qui, à la base, nous paraissent très simples. Et finalement, la personne a du mal à utiliser des termes très pratiques et très simples du quotidien. Donc, je pense que ça, c'est un gros travail qu'on a tous à faire sur nous, à travers notre communication et pour nos articles de blog, en fait. Oui, je pense qu'on peut rassurer. Il y a aussi les métiers du marketing et de la communication. Exactement. On passe notre temps à utiliser des termes que nos clients potentiels ne cherchent pas, parce qu'en fait, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est être visible, c'est avoir plus de clients, etc., etc. Et que voilà. On est tous dans le même bateau, en fait. Voilà. Donc pas de souci, mais voilà, c'est vraiment important. L'idée, c'est de montrer que vous êtes expert dans votre métier, mais attention à qui est votre cible et à comment vous adresser à votre cible et à faire comprendre le message que vous voulez faire passer. Parfait. Donc en gros, si je résume un peu les 6 erreurs qu'il faut pas commettre et qui sont pourtant assez courantes. Donc la première, c'est de ne pas être assez régulier. Ensuite, c'était de produire des articles de blog mais qui n'ont pas assez de contenu de fond, qui sont un peu superficiels ou trop courts. Ensuite, c'était de ne pas avoir d'objectif pour la rédaction d'un article et d'improviser un peu ces sujets. Après, donc tu nous as parlé de duplicate content, donc on évite de faire ça, s'il vous plaît. Je suis contente que ça soit elle qui l'ait dit parce que c'est pas facile à dire. Contenu dupliqué, hein. Ensuite, une erreur aussi, c'est la suroptimisation de vouloir mettre des listes de mots-clés ou de fourrer tous ces mots-clés partout. Ça, c'est pas possible. Et pour terminer, donc l'erreur très courante, c'est de vouloir paraître trop expert, d'utiliser des mots trop techniques. Et ça, on évite. C'est bien ça? C'est ça. Il y en a plein d'autres, hein, mais comme elle m'a obligée à être hyper concise. Et puis, c'était plus accrocheur de dire les 6 erreurs. Tu vois, je me suis dit, on va pas leur faire peur comme ça. Non, ne faisons pas peur. Ok. Donc, toi, donc ces erreurs-là, c'est des erreurs que tu vois quand même assez régulièrement parce que tu fais aussi des formations. T'accompagnes, tu coaches et tu formes des personnes qui veulent apprendre à gérer leur référencement naturel et à rédiger des articles de blog. C'est vraiment ces erreurs? Oui, j'ai essayé de voir celles qui sont les plus courantes auprès de mes clients, à la fois sur les sites qu'on analyse en diagnostic. Voilà. Alors, j'ai pas parlé de la partie technique parce que j'ai pas le droit, je peux pas tout dire aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas pour la partie rédaction, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut facilement, même quand on n'est pas un expert de la rédaction ou du SEO, arriver à corriger et à essayer d'améliorer pour pouvoir voir les bénéfices le plus rapidement possible. Du coup, j'ai une question, moi, qu'on n'a pas trop abordée, mais qui est importante pour les articles de blog. Qu'est-ce que tu penses des images donc qu'on va mettre, parce que c'est important quand on rédige des articles de blog de les illustrer pour que ce soit un peu sympa, etc. Donc bien sûr les images on les renomme, on fait tout ce qu'il faut, hein. Elle est hyper bien formée, j'adore. Est-ce que toi en tant qu'experte du SEO, est-ce que tu penses que les images c'est surtout pour rendre l'article un peu plus sympa à la lecture, ou est-ce que c'est aussi important, c'est un critère pour le référencement des articles? Ça dépend les images que vous mettez, mais bien sûr c'est important, les images sont importantes, donc voilà, c'est comme tout, il faut faire les choses et quand on les fait, il faut les faire bien. Si vous mettez 15 images dans votre article, d'abord je le déconseille vivement. Il y a quand même un élément qui est important qu'on n'a pas forcément abordé, mais c'est sur la note globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut que les sites soient light, légers, faciles à charger, parce que ça c'est un critère très important pour Google. Si vous mettez 15 images hyper lourdes dans votre article, autant s'abstenir. Donc c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Oui, les images, c'est plus visuel, c'est plus agréable pour tout le monde à lire. On peut justement techniquement baliser pour que ça puisse apporter en performance. Ça peut même vous permettre de ressortir sur la partie image, vidéo ou autre, suivant. Voilà.
vos types de sites internet, Google Shopping, suivant ce que vous avez. Il faut faire ça dans les bonnes conditions. Il faut faire attention parce que pour le coup, des sites qui sont très très lourds à cause des images, ça m'arrive souvent. Et c'est important aujourd'hui parce que les gens sont sur mobile et que sur mobile, il faut aller vite et qu'on est dans une société où il faut aller vite. Et c'est un autre débat. Je pensais qu'elle allait me poser une question, mais tout autre, je m'attendais pas à celle-ci. Ah, tu croyais que j'allais te dire quoi? Je pensais qu'on allait parler de l'IA, mais tu vois. Ah non, pas dans cet épisode. Mais par contre, si tu veux, on peut prévoir un autre épisode là-dessus. Ok, donc là, je pense que vraiment, ça vous donne quand même pas mal de conseils pour vos articles de blog. Il y a aussi un sujet, là on peut pas tout dire, mais c'est la fréquence des articles. Donc ce que tu nous avais dit un peu dans l'épisode précédent, je crois, il vaut mieux être régulier que vouloir en faire trop, mais il y a quand même une fréquence minimum si on veut un impact. C'est quoi? C'est un article ou 2 articles? Minimum. Ouais, pour que si ça on soit est sympa vraiment quand même. Si on est sympa, on va dire 2. Okay. On va dire 2 si on est sympa. Dur toi. Mais voilà, ensuite donc, ça dépend. 2 articles par mois s'il vous plaît si vous voulez vraiment des résultats en tout est une question d'objectif. Il y a des métiers qui vont en avoir, enfin voilà, des métiers du e-commerce, des métiers site vitrine, etc. Donc faites-vous conseiller. Exactement, et c'est vrai que tu as raison rapidement sur ce point, c'est qu'il y a des métiers où c'est difficile, on a beaucoup de concurrents, donc pour ressortir, il faut faire plus d'efforts que d'autres métiers où il y a de la place. Donc pour choisir la fréquence aussi de ces articles, c'est important de tenir compte de tout ça, quoi. Tout à fait. Ok, en tout cas, merci beaucoup Caroline. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode le lien vers son profil LinkedIn, vers son site web. Je rappelle aussi que tu as une offre rapidement si tu veux nous en parler. Ton diagnostic de site, c'est hyper intéressant. Peut-être que ça peut intéresser les auditeurs et les auditrices de ce podcast. Oui, tout à fait. L'idée, c'est... alors, nous, on aime bien travailler en sachant un petit peu quel est le contexte du client. Donc, on propose un diagnostic où, en fait, on prépare le diagnostic et pendant 30 minutes, on explique un peu aux professionnels où en est son site Internet sur la partie alors plus technique qu'on n'a pas trop abordé dans les épisodes qu'on a fait, mais où vraiment, ça permet de dire, en gros, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut faire la révision où en est votre voiture. Techniquement, est-ce que tout roule? On corrige l'aspect technique et une fois qu'on a corrigé l'aspect technique, si c'est nécessaire, c'est à ça que sert ce diagnostic, et ensuite on peut mettre de l'essence dans le moteur et rouler, et ça sera plutôt la partie contenu. Mais en effet, on peut pas rouler avec une voiture qui a pas tous les éléments. J'en reviens pas de faire une comparaison avec alors que j'y connais rien en voiture. Je te connais pas mécanicienne, pourtant je te connais bien. Mais voilà, donc nous on fait le contrôle le contrôle technique où il y a un autre contrôle obligatoire sur les voitures. Faites appel à nous et on va vous dire où vous en êtes de votre site internet et si vous avez le bon outil pour être bien visible et bien travailler la suite. Ouais, donc si vous voulez faire un point sur votre site, effectivement, donc moi je travaille beaucoup avec Caroline et je suis pas payée pour en parler, mais un petit diagnostic, vous lui envoyez le lien de votre site, elle discute un peu avec vous et ça sort un compte rendu qui nous dit est-ce que le site est performant en SEO, qu'est-ce qui pose problème, etc. Donc franchement c'est hyper intéressant. Si vous écoutez cette série d'épisodes, je suppose que c'est que vous vous posez des questions sur votre performance en référencement naturel, donc n'hésitez pas. Donc là on va vous laisser sur toutes ces belles paroles. Rappelez-vous, si vous n'aviez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à aller l'écouter puisqu'on vous a fait une petite checklist pour votre SEO avec un tour d'horizon de tout ce qu'il faut savoir. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode où là on va vous parler d'outils indispensables pour votre SEO. Vous allez voir, c'est génial. N'est-ce pas Caroline? J'ai hâte. Donc si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, déjà merci beaucoup. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, même si on vous voit pas, mais on sait que vous êtes avec nous, voilà, par la pensée et par le cœur. Donc n'oubliez pas, c'est important d'aller vous abonner sur le podcast Astuces de Com pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aussi un petit coup de pouce si vous voulez mettre 5 étoiles, un avis, tout ça, ça aide à faire remonter le podcast. Tu l'as fait Caroline? Évidemment. Ah ouf, vous étiez presque en direct à une amitié brisée là. Bon à bientôt en tout cas. Merci Caroline. Merci.